Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu en sueur. Alors aujourd'hui, énorme news et pas des moindres qui montrent mine de rien que le MMA progresse, en tout cas une personne progresse, c'est Conor McGregor. Ça y est, c'est tombé le classement, vous le savez, annuel de Forbes des artistes les mieux payés au monde. En 2018, Conor McGregor était quatrième, 99 millions de dollars grâce à son combat face à Floyd Money Mayweather. Eh bien cette année, l'Irlandais est tout simplement numéro un au classement des athlètes les mieux payés au monde. Pour le MMA, c'est quand même assez énorme, mais compliqué, je pense, à mon avis, de réitérer ça pour Conor McGregor comme un autre athlète, parce que là, le décompte est tombé justement pour savoir un peu d'où provenait tout son argent. Donc, entre le 1er mai 2020 et 1er mai 2021, Conor McGregor a touché 180 millions de dollars. 150 millions de dollars proviennent de la vente de ses parts de Proper 12, 8 millions de dollars de ses sponsors et 22 millions de dollars seulement, hein, bien évidemment, voilà, proviennent de son salaire avec le bonus de pay-per-view inclus pour l'UFC 257 face à Dustin Poirier. Donc vous voyez que mine de rien, le salaire en MMA, 22 millions de dollars, c'est assez restreint quand on compare avec les autres salaires. Par exemple, Canelo Alvarez, lui de son côté, a touché 25 millions de dollars contre Billy Joe Saunders. Conor McGregor qui a vendu, enfin, et Dustin Poirier qui ont vendu plus d'1,6 million pay-per-view, donc l'un des plus gros scores de tous les temps à l'UFC. Je crois que c'est la deuxième plus grosse performance. On est seulement à 22 millions de dollars pour Conor McGregor. Donc voilà, ça vous permet toujours de voir les différences de salaire entre la boxe anglaise dans les plus hauts sommets et le MMA au plus haut sommet, donc à savoir pour Conor McGregor. Donc mine de rien, c'est assez énorme ce que l'Irlandais a réussi à accomplir. Forbes note que le fait que Conor McGregor ait touché 158 millions de dollars qui proviennent de l'extra sportif, donc en dehors de son salaire, c'est tout simplement énorme. Dans l'histoire, depuis que Forbes fait ce classement, Conor McGregor est seulement le troisième athlète, après Roger Federer et Tiger Woods, à toucher plus de 70 millions de dollars en dehors des terrains. Ce qui est quand même tout bonnement ahurissant pour l'Irlandais. Mine de rien, son Proper 12, qu'il avait lancé, je crois, début 2018 et qu'il avait énormément mis en avant lors du combat contre Khabib Nurmagomedov, 3 ans après le lancement de l'entreprise. Il a dit qu'il allait rester, bien évidemment, investi dedans. Donc, il garde, je crois, quelque part, mais ça reste aussi le visage de l'entreprise. C'est aussi lui qui continuera d'en faire la promotion. C'est un énorme succès financier. 150 millions de dollars pour Conor McGregor. Bon, voilà. Maintenant, il a plus, donc on va dire qu'à gagner à nouveau en MMA parce que c'est quand même là le plus important pour lui. Il a aujourd'hui ses autres projets qui ont été mentionnés par Forbes, hein. Parmi les 8 millions de dollars qui proviennent de ses sponsors, il y a son jeu vidéo que Conor McGregor a lancé. Il y a aussi sa fameuse marque August McGregor. Donc là aussi, le succès de ces opérations-là dépend bien évidemment des performances sportives de Conor McGregor. Et là aujourd'hui, alors qu'il se prépare pour la trilogie face à Dustin Poirier lors de l'UFC 264 le 10 juillet prochain, il a tout intérêt, enfin vraiment à gagner pour pouvoir un petit peu plus asseoir son énorme empire. Donc voilà pour Conor McGregor qui réalise mine de rien une performance monstrueuse. Vraiment, c'est, c'est assez ahurissant pour un sport comme le MMA, qui reste, mine de rien, quoi qu'on en dise, un sport de niche, hein. Donc, même si, bien évidemment, vous voyez entre ce que fait l'UFC, ce qui se passe, mine de rien, dans d'autres pays, ça progresse énormément. Mais vraiment, moi, je suis assez impressionné par ce que Conor McGregor a réussi à faire. Maintenant, à voir si d'autres athlètes vont s'en inspirer en MMA et réussir un petit peu à faire partie du top 100 également, parce que là, le top 10 est sorti de Forbes. On se souvient que les précédentes années, chaque fois qu'il y avait Conor McGregor, c'était le seul, tout simplement, le seul combattant de MMA à faire partie du top 100 des athlètes LMP. Pas de John Jones, pas de Jorge Masvidal, pas de Khabib Nurmagomedov. Donc ça vous donne quand même une idée de, de l'impact, tout simplement, de Conor McGregor. Euh, L'autre news du moment, c'est Anderson Silva. C'est peut-être une nouvelle assez rassurante. Euh, lui non plus, ne va plus combattre, on va dire, en MMA. Après, Alan Jouban qui vient de prendre sa retraite, Anderson Silva a dit que c'était très probablement terminé pour lui, c'est ce qu'il a dit à Ariel Helwani. Alors Anderson Silva, vous savez, légende de son état, 16 victoires consécutives, 10 défenses de ceinture chez les middleweight. Eh bien tout simplement, Anderson Silva qui se prépare à un combat de boxe anglaise face à Julio César Chavez Jr. a dit donc à Ariel Helwani
dans une interview qu'il a accordée, je crois que c'était hier. Euh, je pense que le MMA, pour moi, c'est terminé. Il est difficile de continuer à s'entraîner à un bon niveau parce que vous faites beaucoup de blessures. Maintenant, j'essaie juste de profiter. Je n'ai rien à prouver à personne. J'essaie juste de profiter de chaque instant. Anderson Silva, 46 ans désormais, donc là, qui va s'attaquer à la boxe anglaise dans un combat qui va être quand même assez compliqué parce que Sergio César Chavez Junior n'a jamais eu le niveau de son illustre père, mais c'est quand même, enfin je veux dire, il a déjà été champion du monde, il a jamais affronté la crème de la crème, ou quand il a affronté des références, je pense à Canelo, Daniel Jacobs, on a vraiment vu la différence de niveau, mais ça reste quand même un boxeur professionnel qui s'est mesuré au meilleur de sa catégorie. Donc pour Anderson Silva, qui n'est pas non plus dans son prime, hein, bien évidemment, 46 ans, ça pourrait être compliqué. Mais personnellement, hein, le fait que là, il tourne un petit peu la page MMA, moi, ça me rassure. Ouais, d'un côté, ça me rassure parce que moi, ce que je craignais un petit peu, c'est qu'il aille dans une autre organisation et qu'il soit encore confronté un petit peu, on va dire, à l'élite de l'élite. Et là, ça aurait été compliqué pour lui. Anderson Silva, sur ses 8 derniers combats, enfin 9 derniers combats, pardon, une victoire, 7 défaites, un no contest. C'était une victoire contre Nick Diaz, ensuite transformée en sans décision, après que les deux aient testé positif. Donc, ouais, non, pour Anderson Silva, c'est vrai que moi, j'avais cette crainte-là qu'il aille au Bellator ou au PFL ou dans une autre organisation et qu'il le met, ou par exemple Point FC, et que cette organisation-là le mette face à soit leur champion ou un de leurs top contenders et que Anderson Silva serve un petit peu à hyper ces mecs-là et donc que ce soit une fin de carrière assez triste, mine de rien, pour quelqu'un que tout le monde a apprécié, je pense, et tout le monde est plus ou moins fan ou en tout cas respecte les accomplissements. Euh, D'un autre côté, moi, j'aurais aussi aimé voir pourquoi pas Anderson Silva au Rising ou dans une autre organisation et qui soit un petit peu, qui serve de Michael Venom Page pour cette organisation-là, dans le sens où c'est vrai, vous avez pu le voir lors du combat d'Anderson Silva contre Israël Adesanya dernièrement, enfin dernièrement c'était en 2018 je crois, il garde quand même ces petits flashs, ces petits moments de brillance. Et c'est vrai que voir Anderson Silva face à des adversaires qui seraient d'un calibre, allez, 1 ou 2 tons en dessous, à la manière de Raymond Daniels au Bellator aujourd'hui, où finalement on va pas voir Raymond Daniels, enfin on sait qu'il est loin de son prime. Euh, le Bellator se sert de lui comme une véritable machine à highlight. Et moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une organisation qui se dise bon bah ok, aujourd'hui Anderson Silva, il peut plus du tout se mêler aux courses au titre middleweight, light heavyweight, peu importe, mais quand même ça reste ce véritable showman. Et donc le mettre face à des gars qui certes sont d'un niveau inférieur, ils auraient eu un petit peu plus d'exposition, mais permettent à Anderson Silva de briller pendant 2 3 ans avant de partir avec le sentiment du devoir accompli. Mais en tout cas, maintenant pour lui, c'est terminé, donc il n'y a aucun risque que son héritage finalement soit un peu plus terni, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit assez souvent quand on fait nos classements all-time avec la sueur des GOAT, hein, même si certains n'aiment pas le mot, donc Greatest of All Time, c'est les plus grands de tous les temps. Il y en a pas mal qui disent non, non, Anderson Silva, on ne peut plus le considérer comme tel, tout simplement parce qu'il a trop perdu. Là au moins, et c'est vrai, hein, on en parle avec Fedor également, on en parlait également avec Fernand Lopez lors du dernier King NG, c'est quand s'arrêter dans sa carrière. Là au moins avec Anderson Silva, il n'y a plus du tout cette crainte de se dire il va peut-être ternir son héritage et tout ce qu'il a réussi à accomplir par le passé. Donc, je pense que c'est une bonne décision. J'espère juste voilà, que il ne va pas, comment dirais-je, trop aller dans des combats du type Julio César Chavez, parce que je pense que ça va être assez compliqué pour Anderson Silva, ou même, par exemple, se lancer dans des exhibitions façon Jake Paul Anderson Silva. Pour là encore, pour le coup, c'est peut-être pire, on va dire, en termes d'héritage, de perdre dans une discipline qui n'est pas la sienne et de se faire humilier, entre guillemets, aux yeux du grand public. Dernière news, et pas des moindres, on en avait parlé hier, c'était John Jones potentiellement contre Stipe Miocic. Et bah John Jones a fermé la porte. Moi, je le craignais en fait, c'était que John Jones, il n'est pas formellement ouvert à fermer à l'idée d'affronter Stipe Miocic. C'est que pour lui, il faut que ce soit suffisamment intéressant. Et pour que ce soit suffisamment intéressant, bah faut qu'il y ait la ceinture. Je le craignais. John Jones l'a confirmé dans des tweets depuis supprimés.
Donc hier soir, il a ainsi écrit: ne vous excitez pas, je ne vais pas combattre Stipe. Je ne suis pas ici pour combattre Stipe, mais je défendrai ma ceinture contre lui sans problème. Je recherche le plus gros combat possible et je suis prêt à attendre. J'ai 33 ans et je suis meilleur athlète maintenant que je n'ai jamais été auparavant. Je vais continuer à m'entraîner dur. Donc voilà, John Jones poursuit son processus de montée, ses entraînements afin d'être un véritable poids lourd. Je crois qu'il vise les 115 kilos en forme optimale pour pouvoir combattre dans la catégorie. Ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, il n'est pas pressé. Ça respecte un petit peu le calendrier de l'UFC, qui va d'abord faire Francis Ngannou contre Derek Lewis pour une première défense du Predator. Idéalement, ça se passe bien pour Francis, devient un petit peu plus une star aux yeux du grand public, parce qu'on le rappelle, pour le moment, Francis n'est pas une véritable star attraction en termes de pay-per-view. C'est pas comme si vous voulez, regardez, quand Khabib était champion UFC, l'UFC n'a pas attendu pour faire le combat contre Conor McGregor. Ils auraient pu dire, bon bah Conor, ça fait 2 ans que t'as pas combattu, on va te mettre Cowboy Cerrone, et ensuite tu vas pouvoir affronter Khabib Nurmagomedov pour la ceinture. Non, l'UFC et Dana White le savent très bien. Quand il y a une superstar et qu'il y a énormément d'argent à faire, que c'est le combat que les gens veulent. Et quand je dis il y a énormément d'argent à faire, c'est que c'est même pas une question. Par exemple, la trilogie Cormier-Miocic, c'était pas une trilogie très lucrative pour l'UFC. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, tout le monde est d'accord que c'était pas le bon timing pour Conor McGregor, qu'il aurait pu prendre un combat de retour avant de le faire, mais les enjeux étaient tels qu'il fallait le faire à ce moment-là. Et donc l'UFC ne s'est pas posé de questions. Là, pour Francis contre John Jones, l'UFC le sait très bien, et vous aussi, je pense, c'est que Francis, aujourd'hui, il est toujours dans la construction de son image de star. Donc forcément, plus il va combattre aux États-Unis, faire de défense de ceinture, plus sa cote va monter. John Jones est déjà au sommet. Et donc là, c'est l'attente que Francis rattrape un peu John Jones, et au moment où Francis sera une véritable superstar et que les gens ont vraiment envie de voir ce combat, que John Jones saura continuer de faire sa com de son côté avec les posts. Là, il y aura les deux gars qui seront là. Eux aussi, ils feront OK, on va faire 2 millions de ventes de pay-per-view. La question ne se pose pas, il faut faire le combat maintenant. Aujourd'hui, il y a encore, je pense, à mon avis, du côté de l'UFC, quelques doutes concernant le succès financier, en fait, le succès financier. Quand je dis succès financier, évidemment que ça a marché, mais que ça dépasse vraiment le cadre du sport d'un tel combat. Voilà, donc c'était pour l'actu en sueur de ce mercredi 12 mai. Il y a aussi bien évidemment officialisation qui ne devrait pas tarder du combat Anthony Joshua contre Tyson Fury prévu pour le 14 août. Hier, Eddie Hearn, donc promoteur d'Anthony Joshua, qui représente la structure Matchroom, a dit le 7 ou 14 août. Aujourd'hui, Frank Warren, qui représente lui Tyson Fury, a confirmé la date du 14 août pour le choc des titans, pour toutes les ceintures. On rappelle, les deux hommes, Tyson Fury et Anthony Joshua, se partagent toutes les ceintures mondiales chez les lourds. Ça fait très longtemps qu'on attend le combat. On n'a pas eu Anthony Joshua, Deontay Wilder quand il pouvait le faire. Là maintenant, les deux veulent le combat. Il y a déjà un accord de conclu, je crois, depuis mars dernier sur 2 combats. Donc premier combat 50-50, deuxième combat 60-40, 60%. Bien évidemment des revenus en faveur du vainqueur du premier combat. Là, il restait les détails à finaliser. Donc, selon toute vraisemblance, 14 août prochain, Arabie Saoudite pour le combat. Pourquoi Arabie Saoudite, vous allez me dire? Parce qu'il paierait un énorme frais pour accueillir ce combat-là. On parle de 150 millions de dollars. Donc, c'est plus que, je vous rejoins, au niveau de l'ambiance, c'est quand même moins bien qu'un Wembley rempli, surtout pour un duel comme ça, entre deux Anglais. Ça aurait vraiment eu de la gueule. Mais 150 millions de dollars, c'est plus que n'importe quelle billetterie. Et pour un combat qui va sans doute marquer l'histoire de la boxe, bah, mine de rien, il faut que tout le monde s'y retrouve financièrement. Voilà, donc c'était la Sueur News. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 40% sur tout My Protein avec le code la Sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la Sueur. Et puis vous le savez, on donne un petit peu de force à notre cher Clément Marcoux. Donc vous pouvez checker la vidéo de la Sueur en Sueur, mais aussi checker sa chaîne. Ben voilà, c'est tout pour moi. À très très vite pour de nouvelles aventures avec Rusty B et notre cher Polydamso. I'm fucking coming for you!